Écoutez, madame, moi je reviens toujours sur l'analyse de la décision du 12 août qui provoque des polémiques actuellement sur la toile. Et d'ailleurs, j'ai été contacté parce que j'ai fait une petite historicité des relations politiques et diplomatiques entre le Gabon et le Bénin depuis 1970. Alors, comme je disais, la décision du 12 août a provoqué des réactions à la fois positives et négatives. Des réactions positives saluées par des Gabonais, des réactions négatives parfois par, on ne va pas dire tous les étrangers, parce que la polémique c'est avec les Béninois. Et on ne va pas dire tous les Béninois, certains Béninois. Voilà, il faut recadrer les choses. Tous les Béninois ne viennent pas au Gabon en pirogue. Et tous les Béninois ne viennent pas au Gabon pour rester au Gabon. Il y a certains qui viennent en pirogue, il y a d'autres qui viennent, qui prennent leur visa, il y a d'autres qui viennent pour visiter, faire des conférences et puis rentrent. Donc, il ne faut pas mélanger tous les Béninois. Je crois que parmi les réactions, il y a eu, je n'ai pas vraiment suivi, mais je pense qu'il y a eu un problème au niveau du marché de l'Empariné. Voilà, un problème entre des Gabonais et des Béninoises qui devaient occuper la place sur un marché. Bon, écoutez, je reviens de façon assez simple. Moi, je fais une analyse plus ou moins objective. Alors, ici, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que lorsqu'on donne la distribution de bourses, par exemple, au Gabon, pourquoi les Béninois ne se plaignent pas? Parce qu'il y a des mesures qui sont prises et des lois qui sont votées. Si tu n'es pas Gabonais, tu ne peux pas bénéficier d'une bourse. Que tu sois Béninois, Togolais, Malien, et ça, il faut être Gabonais. Pourquoi on ne voit pas les Gabonais, les Béninois ou les Togolais ou les autres nationalités aller se plaindre au CEDOC que nous aussi on veut des passeports, vous êtes injuste, donnez-nous des passeports? Parce qu'il y a des lois pour bénéficier d'un passeport gabonais, il faut être Gabonais. J'espère qu'on se fait comprendre. Donc, ce qui veut dire que quand on prend également des décisions comme ça, on construit un marché et on doit donner aux commerçants, on doit donner aux commerçantes. S'il faille qu'on privilégie les Gabonais, il faut qu'on mette en avant des lois. Ce sont des lois qui vont dire aux Gabonais, voici ce que vous devez faire et voici ce que vous ne devez pas faire. Et je pense que lorsqu'on arrive au problème de l'Embarréné, pourquoi des Béninoises ont ouvert un marché, des Béninoises viennent s'installer? Mais parce qu'il n'y a pas de lois qui leur ont été données pour dire désormais, ce marché-là appartient uniquement aux Gabonais. Parce qu'un pays fonctionne à travers des lois. C'est bon. Et comme j'ai pour habitude de dire dans toutes mes conférences, il y a 4 choses qui rendent un pays fort. Une culture forte. Lorsque nous avons une culture forte, ça va nous amener à avoir un peuple fort. Et un peuple qui est fort va mettre en place des lois fortes. Et un peuple qui met en place des lois et des institutions fortes va permettre d'élire des dirigeants qui sont forts. Et puis, je tiens à rappeler que les décisions politiques, économiques qui sont prises par le chef de l'État, je ne le connais pas personnellement, mais je regarde un peu toutes les activités qu'il mène pour le pays. Ce ne sont pas des TikTokers, on va dire singuliers, des gars isolés qui peuvent remettre en question des décisions d'un pays. Est-ce que vous comprenez? Et donc, pour moi, j'ai pris ça avec beaucoup d'humour sur la toile. Quand j'ai vu les petits clashs entre Gabonais et Béninois, je prends ça vraiment avec humour. On est dans un pays. Et donc, pour revenir sur maintenant les propos de M. Eric, qui disait que les Gabonais sont prêts à pouvoir, bien sûr, ici, prendre le contrôle de leur économie et tout ce qui va avec. Écoutez, il a son analyse. Comme on a pour habitude de dire, Paris ne se pas construit en un jour. C'est bon, le Gabon, depuis 1970, il l'a rappelé ici, on a été habitué dans la culture de l'emploi. C'est-à-dire, tu pars à l'école, tu termines, ensuite tu cherches un bon travail, une belle maison, et ça. Mais ce système, aujourd'hui, il est révolu. Aujourd'hui, on ne parle plus de réussir dans la vie, on parle de réussir sa vie. On peut réussir sa vie avec un niveau 6e, on peut réussir sa vie avec un niveau 3e. Alors ici, c'est de faire quoi? C'est de développer les compétences nécessaires qui vont permettre à l'individu de pouvoir accéder à un emploi qui va lui assurer à la fois le bien-être, à la fois social et économique. Donc pour revenir, est-ce que les Gabonais sont prêts pour pouvoir développer leur économie? Ben, c'est que moi je vais dire ici, on a encore besoin suffisamment de compétences. Il faut tuer beaucoup de choses dans le Gabonais, notamment le complexe. Mais ça déjà c'est quelque chose qui a été beaucoup tué parce que moi-même j'ai été à l'Embarréné, à Isaac récemment, et j'ai discuté avec les jeunes qui sont dans l'industrie du poisson. Mais la majeure partie ce sont des jeunes qui pêchent le salmon, qui ont leur pirogue, qui sont dans ça. Donc il y a déjà cette culture-là de la honte qui est en train d'être tuée. Ensuite il faut développer la culture des petits métiers. Parce que peut-être qu'on néglige, mais quand on parle de la question du secteur informel en Afrique, c'est 80% de l'Afrique qui est dans le secteur informel. Le secteur informel crée 80% de la richesse dans les pays africains et emploie pratiquement 95% de la population active. Et donc, ce qui veut dire que si on diabolise le secteur informel fait la honte, mais à quel moment le Gabonais va se dire, ben, j'ai le Goué, j'ai l'Ampassa,
j'ai le comment, quand est-ce que je vais exploiter les ressources qui sont à l'intérieur. Donc il faut tuer ce complexe-là. Ensuite, à côté de ça, il faut accompagner ces mesures par des politiques d'accompagnement. Pas seulement le financement, mais les infrastructures sont aussi assez importantes. Donc les infrastructures routières, les infrastructures de formation pour permettre aux Gabonais de se lancer dans le développement des petits métiers. J'ai cité tout à l'heure un exemple des petits métiers qui sont privilégiés, la coiffure. Ben, on peut ouvrir cette fois-ci des écoles, des centres où on forme véritablement des Gabonais dans la coiffure pour que le Gabonais sorte avec, on va dire, un certificat professionnel dans le domaine de la coiffure. Ensuite, nous avons également le commerce en ligne. Ça, il faut également des formations, accompagner ça par des formations, le transfert d'argent, réparation des téléphones, l'orpaillage. Ça ne doit pas se faire de façon artisanale, l'apprentissage sur le tas, mais ça doit se faire de façon progressive. Et donc, je pense que, est-ce que le Gabonais est prêt maintenant? Psychologiquement, le Gabonais est prêt. Et ensuite, au niveau des compétences, ça va suivre avec le temps. D'accord, merci M. Ndiengi. Alors, le Gabonais est prêt, oui, mais lorsqu'on voit les commerces de proximité, oui. Généralement, les autres nationalités qui le font oui. se réveillent très tôt. Oui. Ils sont là de 7h30 parfois à très tard. Oui. Est-ce que les Gabonais aujourd'hui sont prêts à consentir ces sacrifices? Si je suis votre discours, madame, vous faites partie des gens qui estiment que le peuple gabonais est paresseux. Pas du tout. Je n'ai pas de position. Ça, c'est le discours que les gens estiment. Le peuple, les Gabonais sont paresseux, les Gabonais ne peuvent pas se lever à 6 heures, les Gabonais ne peuvent pas... Non. Il faut comprendre que un peuple, on l'éduque. Vous comprenez? Un peuple, c'est comme un enfant. On donne des directives à un peuple. Si ça ne tenait qu'à moi, tout ce qui est politique, tout ça, on met ça de côté, on construit d'abord notre pays. Vous comprenez? Monsieur Eric l'a rappelé. 1973, on était dans une culture de nationalisation, de gabonisation de l'économie. On avait à cette époque les grandes entreprises. Je suis très jeune, mais je vois quand même les vestiges de ces entreprises-là. On avait, comment est-ce qu'on appelle, le Transgabonais, on avait l'Octra, on avait Socio, on avait Evegab, on avait AgroGabon. Alors, le président Bongo, à l'époque, il avait mis le privilège sur le développement de la grande entreprise. Et donc, les Gabonais apprenaient pour aller travailler dans la grande entreprise ou dans l'administration. Mais avec la vague de privatisation qui commence au début des années 1990 et avec le bouleversement des économies de plus en plus tournées vers l'entrepreneuriat, aujourd'hui, ce modèle-là est chaotique. Le modèle qui est le plus développé, c'est un modèle entrepreneurial. Et aujourd'hui, pardonnez-moi d'être un peu long, aujourd'hui, le jeune Gabonais qui va à l'école comprend que quand je pars à l'école, ce n'est plus seulement pour aller travailler en fonction publique, passer un concours, mais c'est également pour me mettre à mon propre compte. Quand il a compris ça sur le plan psychologique, il va se réveiller même à 4 heures pour aller chercher de l'argent. Et ça, il faut préparer le peuple à ça. Il faut faire sortir le peuple de la fonction publique et de l'entreprise pour faire comprendre que la coiffure que tu négliges, un salon de coiffure peut te faire rentrer 300 000 par mois, mais si tu as 10 salons de coiffure comme ça, dans ton Libreville, tu as 3 millions. Tu n'en vis pas un fonctionnaire. D'accord, monsieur Lévy. Alors, monsieur Eric, êtes-vous du même avis par rapport à l'éducation du peuple gabonais? Oui, je suis du même avis par rapport à l'éducation du peuple gabonais. Moi, je parcours les rues du Gabon, et précisément de Libreville. Vous allez un peu partout dans mes lives. Je vous montre toujours les jeunes Gabonais qui aujourd'hui qui se lancent dans le commerce. Les cotistes, la coiffure, la poissonnerie, comme il a si bien dit, quand nous sommes allés à Lambaréné, j'ai été surpris de savoir que tous les jeunes qui vendent le poisson au niveau du carrefour Isaac en face de la station, ce sont des jeunes Gabonais. Vous allez du côté nombre de pont, je ne connais pas bien Lambaréné, mais ce sont des jeunes Gabonais qui font du sable. Ce sont des jeunes Gabonais qui font du sable. Mais sauf qu'ils ont été butés par exemple par un problème de camion. Ils font parfois appel à leurs frères expatriés qui ont des comment on appelle ça, des véhicules. Des 10 roues, 6 roues et tout comme ça. Donc tu vois, ce sont des jeunes Gabonais qui vont dans le bouet, aller prendre du sable pour pouvoir revendre. Mais ils ne sont pas plus ou moins organisés comme une entreprise. Donc c'est à l'État, comme a dit mon jeune frère, de les éduquer, de les donner plus ou moins les moyens. Et vous comprenez? Quand on arrive à Wendje dans mon quartier, il y a deux jeunes Gabonais qui ont des salons de coiffure. Moi, personnellement, au niveau de la Wendje, j'ai un bar, j'ai un dépôt de boissons. J'achète sur le Libanais en gros, je peux le répondre en détail, mais je suis Gabonais. Et en même temps, je fais de la plomberie. Donc, c'est pour dire que le petit Gabonais est en mesure. Mais sauf qu'il faudrait bien l'éduquer et l'accompagner. Dès lors, monsieur Eric, oui, peut-on parler alors d'une reconquête économique? Tout à fait. Il faudrait qu'on aille vers la reconquête économique. Parce qu'aujourd'hui, même quand vous arrivez par exemple dans Mombouette à Wendje, vous voyez bien des jeunes étudiants qui vendent le Montouki, ce qu'on appelle vulgairement le Montouki, en plein rond-point. Parce qu'ils ont compris, il est étudiant.
Il va à l'école, mais il comprend bien que si les parents sont plus ou moins démunis, il faudrait bien qu'il trouve de l'argent pour pouvoir continuer ses études. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il voit une belle en vendant son autocule debout. Et parfois, il le fait dans la rigolade, mais en retour, il gagne quelque chose. D'accord, monsieur. Alors, par rapport à tout ce que vous venez de dire, l'éducation du peuple, la réappropriation des commerces de proximité, messieurs, ne pensez-vous pas que quelque part, ces Gabonais qui veulent se lancer peuvent également être freinés? C'est vrai qu'il y a des lois qui vont être établies certainement suite à ce que le gouvernement a décidé, mais ne pensez-vous pas que derrière, la corruption peut encore venir être un obstacle à cette action? Monsieur Nzengli, s'il vous plaît. Bon, je reviens toujours sur l'appropriation du commerce de proximité par les Gabonais. Mais il faut comprendre que c'est vrai, c'est ce que le gouvernement a pour volonté de mettre en place. Mais vous devez comprendre ce que dans tous les pays du monde, les citoyens, si vous partez aux États-Unis, vous allez remarquer qu'il y a des activités que les Américains ne font pas, que certaines nationalités font. Si vous partez en Suisse, vous allez remarquer qu'il y a ce que les Suisses font et que certaines nationalités font que les Suisses ne font pas. Pareillement en France. Partant en France, vous allez voir que certaines activités sont plus données aux étrangers et ça. Pareillement au Gabon. Ce que nous disons, c'est que les activités qui sont stratégiques et clés pour notre pays, le gouvernement mérite mettre en application des lois qui vont renforcer notre économie. Et à côté de cela, mettre des infrastructures. Parce qu'on veut développer, comme mon frère disait ici, l'industrie de la pêche. Oui, mais ouvrir une école de la pêche, ça n'existe pas au Gabon. Pourquoi pas ouvrir une école de la pêche où on enseigne? Parce qu'en réalité, nos programmes scolaires, nos programmes de formation doivent rimer avec les réalités de notre environnement. Nous sommes un pays de la pêche. Pourquoi former des spécialistes du désert? Ce n'est qu'un exemple. Voilà. Donc, si nous avons des eaux et qu'on peut pêcher, on forme des gens dans le domaine de la pêche. Quelqu'un vient dans le centre national de la pêche à Koulamoutou, à je ne sais pas où là, et ça va permettre aux gens d'exploiter. On doit former les gens dans le domaine du bois. On doit former les gens dans le domaine du littoral. On doit former les gens dans le domaine, et ça donc, pour permettre aux gens de s'approprier de tous ces petits métiers-là.